Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP. Pascal Morel et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à l'arrêt de l'activité dès le 3 juin. Pascal ? Oui, c'est un moment important, un moment d'information important, ici à Sontexpo, et dans quelques minutes, peut-être aurons-nous également la chance de rencontrer Catherine Vautrin. Peut-être Lamine Garbi, ce moment est un moment important. Ministre de la Santé et du Travail, bien sûr que c'est important. Et puis c'est une table inédite quand même, avec l'ensemble des syndicats médicaux qui participent tous les jours au fonctionnement de nos établissements. Alors justement, on va les présenter. Franck De Vulder, vous êtes le président de la CSMF. Sophie Bauer, vous êtes la présidente du SML. Jérôme Marty, vous êtes le président de l'UFML. Et puis le docteur Patrick Gasser, président d'Avenir Spé, co-président de l'Union Avenir Spé, le bloc. Lamine Garbi, monsieur le président, vous le disiez, c'est un moment important. Et finalement, tout est parti de la tarification, on va dire, c'est ça, pour l'année 2024 ? Alors, c'est parti d'une distorsion, je dirais, flagrante de concurrence entre la FHF. Alors, je remercie la FHF pour leur accueil dans ce lieu magique, comme je le dis chaque année. J'ai cru comprendre que le président Robinet nous avait un peu assaisonné dans son discours. J'ai pas pu y assister, j'ai été retenu par d'autres obligations et je crois qu'il nous a un peu assaisonné. Hein, tu confirmes, il a été désagréable. Alors bon, peut-être si j'avais été en face de lui, il aurait été moins désagréable, mais il va venir là, je vais le croiser et je vais lui dire que nous sommes par contre très agréables parce que nous sommes des gens coopératifs. Alors, la volonté aujourd'hui, elle est claire, elle est un arrêt total d'activité du 3 juin pour faire en sorte que nos droits soient rétablis et que l'on ait enfin cette égalité de traitement avec l'hôpital public et puis également nos amis d'à côté, la FEAP, qui sont juste le stand à côté. C'est vrai, on a la FEAP, la FHF, le ministère de la Santé, l'HAD, on est tous réunis et on va pouvoir comme ça tous ensemble porter nos revendications avec un arrêt d'activité le 3 juin qui va commencer le 1er et le 2 juin par les urgences. Voilà, moment historique. Parce que c'est pas évident d'avoir des convergences de vues, des convergences d'action avec les parties prenantes, bien sûr les médecins, bien sûr les établissements et bien sûr l'ensemble des membres de notre fédération. Donc je suis ravi, puis je crois que la ministre va passer, donc on va lui demander sa position, peut-être non, Pascal? Oui, si elle passe... Bien entendu, comme dans toute vie démocratique, les plateaux télé de Sontexpo et celles avec ceux et celles qui sont réunis, effectivement, c'est faire vivre à la fois la vie démocratique, donc les échanges, mais également donner des informations sur la vie professionnelle qui est la vôtre. On va peut-être demander aux uns et aux autres, peut-être à Sophie Bauer. Alors, Sophie Bauer, concrètement, qu'est-ce qui va se passer chez vous à partir du 3 juin? Vous avez déjà déprogrammé de toute façon des interventions? Alors, on a commencé effectivement à déprogrammer. Personnellement, j'ai tout déprogrammé, toute la semaine, voilà, à partir du 3 juin. Et j'ai prévenu que je ne prendrai pas l'astreinte que je fais gratuitement depuis des années, ce qui arrange bien l'ARS, mais comme ça, elle pense que le privé ne fait rien puisqu'elle ne nous paye pas. Et on est très nombreux dans ce cas-là. Donc effectivement, on est en train de déprogrammer. Ce soir, on a une CME donc, pour faire le point. Et soit on a une avancée rapide à la fois sur les établissements et sur la négociation des médecins, en particulier des médecins spécialistes de plateau technique, soit ça n'avance pas et effectivement on fera grasse mat le 3. Oui, juste pour revenir sur les propos d'Arnaud Robinet, du président de la Fédération hospitalière de France, puisque j'étais moi dans la salle. Il nous a rappelé que le financement des hôpitaux publics et des hôpitaux privés était exactement le même et il a créé donc un nouveau principe mathématique, 0,3 égale 4,3. Ce qui est assez curieux, mais c'est ainsi. Le problème est historique. L'état de notre système de santé et l'état de l'hospitalisation privée est, osons le mot, dramatique. Au moment où je vous parle, on a la moitié des hôpitaux privés qui sont en déficit. Et Arnaud Robinet le rappelait ce matin, le chiffre est à peu près le même pour les hôpitaux publics. La seule différence, c'est qu'on ne connaît pas de fermeture d'hôpitaux publics du fait d'un déficit. Alors qu'on connaît malheureusement des fermetures de cliniques privées qui n'ont, par la loi, pas le droit
d'être en déficit plusieurs années de suite. Or, nous y sommes. Et donc, il y a un vrai danger de disparition de quantité d'établissements et, ce faisant, de disparition de milliers d'exercices de médecins qui exercent tous les jours, tout au long de l'année, 7 jours sur 7, dans nos hôpitaux privés. Et c'est ainsi que l'ensemble des syndicats de médecins qui représentent ces médecins-là qui travaillent dans les établissements, dans nos établissements, font grève aux côtés de la FHP parce qu'il ne peut pas en être autrement. Alors c'est historique à la fois parce que il y a une convergence des problématiques et des intérêts. Aujourd'hui, on le voit très bien, les troubles qu'il y a dans les établissements de soins et le manque de financement. Et d'autre part, on a aussi oublié les médecins libéraux. Je rappellerai qu'en prenant quelques exemples, par exemple, la classification commune des actes médicaux, les tarifs sont des tarifs qui datent de 2004, basés sur les années 1990. Quand on regarde aussi les tarifs des consultations, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, eh bien, si l'on veut progresser et si l'on veut modifier le système avec des collaborateurs pour répondre à la fois à nos collègues, parce qu'ils ont besoin d'avoir de nouvelles organisations pour répondre à l'accessibilité aux soins dans tous les territoires. Et c'est ça aussi l'intérêt et l'élément important. C'est l'accessibilité aux soins sur tous les territoires. Et pour ça, eh bien, il faut un choc d'attractivité aussi. Si on n'a pas les professionnels pour être là, eh ben, on ne pourra pas répondre à la population. Et ça, c'est fondamental. Docteur Franck de Vulder. Oui, le temps est suffisamment rare finalement. De mémoire, je suis installé depuis 1997. J'ai jamais vécu un mouvement social et de grogne. Chaque année, il y a un mouvement de grogne parce que les établissements de santé privés, leurs représentants, la FHP, vocifèrent et se plaignent à juste titre d'une différenciation tarifaire avec l'hôpital public. Là, cette année, la différenciation, elle est inacceptable. Un rapport de 1 à 15, ça va faire fermer des établissements. Ça va conduire les directeurs d'établissements et des groupes de chaînes d'établissements de santé privés, ne rêvons pas à choisir les activités qui ne sont pas complètement déficitaires. Ça peut paraître insultant, mais la vérité est ainsi. Et sur les tarifs des actes médicaux, je rejoins complètement ce que disait à l'instant. Bienvenue, Madame la Ministre. Je me mets comme ça. Et c'était avec un Rémois, Madame la Ministre, que Il s'appelle même Franck. nous allons peut-être reprendre. Merci. Vous avez été la Garbie sensible à la présence de la ministre qui est venue vous saluer. C'est toujours bien qu'une ministre reconnaisse la complémentarité publique-privée, c'est ce que je porte depuis des années. On n'est pas loin de la retrouver parce que les sourires y sont. Il faut juste qu'on arrive au niveau de la convention médicale, nous, de nos revendications, à se faire entendre et, je dirais, respecter. On est dans le respect aujourd'hui, le respect de notre engagement. Vous n'étiez pas, effectivement, vous l'avez dit au discours d'introduction et d'inauguration de Santexpo, mais elle a dit, la ministre a dit avec pas mal d'humour, on ne va pas parler d'argent entre nous. Qu'auriez-vous répondu ? Or, nous ne sommes pas sur de l'argent, nous sommes sur des principes d'équité. Et donc l'équité est fondamentale sur la complémentarité. C'est très simple. Mais enfin, l'argent, c'est 105 milliards. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. 105 milliards pour l'Ondam hospitalier. Et vous, c'est aussi beaucoup de milliards. Donc bien sûr qu'il y a de l'argent. Bon, alors Franck de Vulder, on fêtera le champagne bientôt ou pas ? Malgré tout. On verra. Je pense qu'il y a des mots à bannir. Dans le discours tout à l'heure du président de la FHF, mon ami Arnaud Robinet, il y a une prééminence derrière et moi en ce moment dans le monde de la santé. Donc on se connaît très bien et depuis très longtemps. Parler du secteur privé commercial, non.
il y a une médecine de ville, il y a des établissements de santé privés, il y a des hôpitaux publics. Tout cela est financé par les mêmes cotisations des concitoyens français. Et je pense que ce terme-là doit être banni. On fait le même métier et il faut donner les mêmes moyens pour que les mêmes exigences et la même qualité soient données à chacun de nos concitoyens. Jérôme Marty, vous avez dit que ce mouvement sera extrêmement dur. Je reprends vos propos. Parce que malheureusement, ça va être le cas, pour la seule et simple raison qu'on ne peut pas faire sans l'hospitalisation privée. Je vous rappelle, et c'est peu dit, qu'il y a des territoires où l'hospitalisation privée est plus fortement ancrée que les hôpitaux publics. Il y a des territoires où les entrées aux urgences dans les urgences privées sont égales ou supérieures aux entrées aux urgences dans le secteur public. Et donc, à l'évidence, quand le secteur privé ferme, l'hôpital public ne peut absorber la quantité de travail fait par les hôpitaux privés. C'est en ce sens que ce mouvement peut être historique. Historique aussi parce qu'il unit tous les syndicats de médecins de ville et l'hospitalisation privée. Historique parce qu'il a été monté très rapidement au regard de l'affront qui nous a été fait par cette absence d'équité. Je te rejoins, Franck, il n'y a pas de médecine commerciale, il y a une et une seule médecine. Oui, la ministre l'a dit, ça marche sur ses deux jambes, mais je crois qu'il faut, c'est un peu galvaudé ce terme de marche sur ses deux jambes. Il y a en fait un seul corps. Un seul corps. Et on voit bien que si on affaiblit tout ou partie de ce corps, c'est l'ensemble du système qui tombe. Or, aujourd'hui, on est en train d'affaiblir et de mettre en danger l'hospitalisation privée et ce n'est pas acceptable. C'est un jeu extrêmement dangereux auquel joue ce gouvernement. Il faut qu'il s'en saisisse, il faut qu'il le comprenne et il faut qu'il agisse extrêmement vite. On vient de sortir, nous, de négociations conventionnelles. On ne sait pas, à l'heure où on vous parle, si le texte que l'on va nous proposer sera signé ou non. Il va être montré pour chacun d'entre nous à nos bases électorales, au terrain. C'est le terrain qui, au fin du fin, décidera. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est que on est très loin d'une reconnaissance au travers du 30 €. Ce sont les mots de Madame la ministre Vautrin. Elle a parlé de reconnaissance au travers du 30 €. Non, on rappelle que c'est un rattrapage, uniquement un rattrapage de l'inflation, au regard d'actes qui sont restés, eux, immobiles pendant des années et qui ont mis nos cabinets dans de fâcheuses postures, avec un risque, là aussi, de fermeture et de disparition. Alors, je rappelle qu'il y aura demain une table ronde consacrée aux négociations conventionnelles. Monsieur le Président Lamine Garbi, je reviens vers vous. C'est une union historique. On peut peut-être rappeler finalement pourquoi il y a ce sentiment de discrimination. C'est pas un sentiment, c'est une réalité, cette discrimination. Oui, c'est une distorsion de concurrence. C'est un fléchage, je dirais, éhonté de l'ensemble des budgets vers les hôpitaux publics. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'ils n'arrivent pas à récupérer l'activité de 2019. Ils sont à moins 3%. Et malgré ce, ils ont eu 2 milliards d'euros affectés à la sous-exécution. Alors, c'est des débats complexes, mais c'est de l'argent qui est donné aux hôpitaux publics pour ne pas travailler. Donc, ça peut choquer mon propos, mais c'est donner plus pour travailler moins. C'est clair, 2 milliards d'euros. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu difficile à encaisser, surtout quand on a 0,3 de revalorisation. Alors, on va venir à cette enveloppe que vous demandez des 500 millions. C'est bien ça, pour être... 500 millions, ça ressemble exactement au même montant. C'est rigolo. Entre le 0,3 et le 4,3. C'est 4%, ça fait 500 millions d'euros. Alors, je vais donner la parole au docteur Sophie Bauer qui a caissé vos propos. Puis, je voudrais que le docteur Patrick Gasser réagisse après. Et Franck de Vulder, je vous donnerai la parole également. Sophie Bauer, je vous en prie. Oui, l'instant est historique parce qu'effectivement, je crois que c'est une des premières fois où on a une convergence de lutte aussi évidente entre les cliniques privées qui sont nos lieux de travail, soyons clairs. Les plateaux techniques sont nos instruments de travail. Les personnels des établissements de la FHP sont les personnels qui nous aident à travailler au quotidien, qui surveillent nos patients, avec des infirmières de nuit qui font le même travail que les infirmières hospitalières publiques, et donc on ne voit pas pourquoi elles seraient plus mal payées. Nous-mêmes sommes des employeurs. Nous avons en général au minimum sur les plateaux techniques un secrétariat en général présentiel. Nous avons des aides opératoires aussi. C'est le même problème. Ce personnel qui est du personnel de qualité, il est normal aussi de tenir compte de l'inflation et de les augmenter. On a fait une augmentation de la grille tarifaire des cabinets médicaux. Pour le moment, on n'a pas un centime pour la financer. On le finance sur nos fonds propres, si je puis dire.
Donc effectivement, c'est très important. 500 millions pour les cliniques privées, il faut aussi 500 millions en particulier sur la CCM, sur les plateaux techniques. Parce que ça, on a quand même des actes qui n'ont pas bougé depuis 40 ans. Je ne sais pas qui accepterait d'être payé comme il y a 40 ans. C'est quand même, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et quelque part, c'est une non-reconnaissance aussi de l'énergie qu'on met à soigner les gens au quotidien. Donc on est arrivé à un point, je dirais, où nous ne supportons plus le mépris et la vexation. Ça devient intolérable. On travaille énormément dans les cliniques privées. On fait ce qu'on appelle la permanence de soins en établissement gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de lignes d'astreinte qui ne sont pas reconnues et qui sont exercées gratuitement par les médecins des cliniques privées. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un tournant. On est en cours de négociation conventionnelle. On n'a pas encore complètement ce qu'il faudrait sur la table. Donc on espère que ça va encore bouger dans les jours qui viennent. Et effectivement, on s'est préparé à un mouvement qui nous crève le cœur, hein, soyons clairs. Hein. Nous sommes des médecins, nous voulons soigner les gens. Mais à un moment, on se dit que si on ne le fait pas maintenant, nos conditions d'exercice vont être tellement dégradées qu'on ne pourra plus soigner les gens de façon correcte. Et donc, c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Patrick Gasser, je vous en prie. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, non, mais simplement, je crois que dans ce sujet, c'est une équité. Équité du financement, ça veut dire quoi? Équité vers l'innovation, ça veut dire équité vers la qualité, ça veut dire aussi équité des prises en charge. Équité, c'est pas égalité, hein, parce qu'on parle souvent d'égalité, mais moi je parle d'équité. Et aujourd'hui, on a vu la ministre, ce qu'elle a dit, hein, on marche sur deux jambes, on peut prendre toutes les images du monde, d'accord? Le problème, c'est simplement que les patients doivent être pris dans l'ensemble du territoire et sur l'ensemble du territoire de façon identique et pouvoir avoir la même prise en charge, qu'on soit sur le plateau du Larzac ou à côté de Gustave Roussy. Voilà, ça c'est l'équité. L'équité aussi financière, l'équité, si on parle de précarité aussi. Et aujourd'hui, vous savez comme moi qu'il n'y a plus de différence entre le privé et le public. Je pense qu'il n'y a pas de sélection de patients, on l'entend assez souvent. Eh bien, tout ça fait qu'on doit avoir à un moment une équité dans le traitement financier. C'est ça qui est important. Parce que nous, notre corps de métier, c'est quoi? Notre corps de réflexion, ça tourne autour du patient. Ce n'est pas pour... Et puis, nous travaillons de plus en plus avec des collaborateurs. Ces collaborateurs ont quand même été assez ignorés depuis la période Covid. Et ça, ce n'est pas acceptable. Regardez nos secrétaires, demain, nos assistants médicaux, les IPA demain, où on en aura. Donc on a besoin aussi d'innovation, parce que c'est pas en faisant ou en formant du médecin et du médecin et du médecin, si premièrement c'est pas attractif, il faut aussi que l'attractivité, c'est une nouvelle organisation. Et c'est ça et si on ne peut pas y aller, eh bien, on aura la disparition du privé. C'est simple. Mais on aura la disparition d'un peu de tout, parce qu'on entraîne aussi. D'accord? Vous savez, quand vous avez deux restos l'un à côté de l'autre, les deux se tirent la bourre pour essayer de faire le mieux. La concurrence, c'est pas si mal aussi. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je parle d'entreprise médicale, et maintenant je parle d'entreprise médicale à mission. Eh bien, voilà. Je pense que c'est demain que nous devons installer ce type de société, ce type de réflexion et d'avance pour répondre aux patients. Docteur Franck de Vulder, deux poids, deux mesures. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, le gouvernement joue avec le feu. Oui, joue avec le feu sur l'accès aux soins, réellement. Joue avec le feu sur l'accès aux soins parce que l'idée qui se fait que tout ce qui est prise en charge de maladies graves se ferait à l'hôpital public et pas dans le privé doit aussi être écartée. Dans l'établissement dans lequel je travaille, et il y en a comme ça un certain nombre en France, y naissent 3000 bébés chaque année. Figure un service de réanimation polyvalente, un service de soins intensifs cardiologiques. Donc évidemment que les deux secteurs contribuent
le plus souvent à part égale à la prise en charge de pathologies lourdes. La deuxième chose, et je rejoins les propos de Patrick Gasser sur l'équité, en quelques chiffres. Il y a à peine 4 ans, les Français, tous les soirs à 20h, applaudissaient leurs soignants. Pas que leurs médecins, de tout secteur. Parce que la crise sanitaire et le Covid a été extrêmement difficile. Le Ségur est arrivé et passé par là, servant, même s'il est insuffisamment financé, essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, l'hôpital public, et c'était nécessaire. On sait que les salariés de l'hôpital public sont insuffisamment rémunérés. Mais oubliant n'est-ce pas Lamine, 160 000 salariés qui sont des soignants, des infirmières, des aides-soignantes du secteur privé, mais oubliant les 80 000 salariés des médecins libéraux, qui sont des aides opératoires, qui sont des assistants médicaux, qui sont des secrétaires, qui sont des manipulateurs et manipulatrices radio, et qui s'en vont. Aujourd'hui, le constat le plus aigu, c'est que ces personnes s'en vont, ce qui conduit d'ailleurs les présidents, patrons de nos groupes et directeurs de cliniques à devoir fermer, pas par volonté de fermer, des blocs opératoires, faute de bras, faute de personnel. C'est ça la réalité du terrain. Et donc, face à ce Ségur, le gouvernement nous avait dit « Vous les médecins libéraux, vous aurez votre Ségur ». Ça s'est traduit par un avenant neuf à la Convention médicale dont on parlera certainement demain. Ridicule, hein, qui a apporté quelques petites centaines de millions d'euros. Ridicule, c'est franchement ridicule. Une convention qui apporte des mesures, mais à peine correctives par rapport à l'inflation, alors qu'il faut aussi redynamiser ce qu'on appelle le secteur privé, je dirais les établissements de santé privés, parce qu'il en va de l'accès aux soins de la population française. Alors, Lamine Garbi, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Mais je voudrais juste qu'on rappelle, l'hospitalisation privée, c'est 9 millions de patients. C'est pas rien. Concrètement, on demande l'application des mesures dites bornes, c'est-à-dire les suggestions, les majorations de nuit et de week-end, parce qu'il faut que le gouvernement comprenne que le week-end et les nuits, nos salariés collaborateurs travaillent. Hein, voilà. Ils ont du mal à comprendre qu'on est là le 1er mai, le 8 mai et les samedis et dimanches. On demande l'application des mesures dites Guérini, c'est-à-dire la revalorisation du point d'indice. On demande une subvention, donc une dotation pour l'inflation. Voilà, donc il y a deux piliers. Pilier RH pour nos collaborateurs et pilier inflation pour pouvoir continuer à investir et faire en sorte que nos praticiens, et c'est la convergence qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est que si demain nous ne pouvons pas investir, on ne pourra plus acheter des robots, on ne pourra plus renouveler le matériel, donc ils vont perdre en innovation, donc la médecine va se paupériser, la spécialité va se paupériser. Donc si on va avoir une médecine dans le privé qui soit totalement dégradée, continuons ainsi. Continuons ainsi, on ne pourra plus investir et renouveler le matériel. Donc c'est très simple. Et c'est pour ça qu'ils ont tout de suite compris que, mais on n'a pas eu besoin d'expliquer pendant des semaines, que si nous ne pouvions plus investir, si nous fermions des services, et tu l'as très bien dit Franck, on ne le faisait pas par gaieté de cœur, mais ils ne pourraient plus travailler, tout simplement. Et donc c'est la fin de la médecine libérale. C'est tout. Je voudrais vous demander à tous ce qui va se passer au-delà du 3 juin, parce que visiblement ça commence le 3 juin, mais c'est un mouvement qui va durer si j'ai bien compris. Jérôme Marty, comment ça va se passer concrètement chez vous? Ça va se passer par des fermetures d'établissements. C'est plus de 90% des établissements qui sont lancés dans le mouvement, mais je ne désespère pas de l'intelligence du politique. Je pense que ce mouvement va se résoudre avant de se lancer. Parce que le politique a parfaitement compris l'importance de celui-ci, notre indispensabilité et le fait qu'on ne peut pas laisser comme ça le privé fermé sans conséquences graves sur nos patients. Donc, je ne désespère pas de la volonté de négociation, de la volonté de discuter et de la résolution de cette problématique avant qu'elle ait lieu. Il nous reste quelques jours. On leur dit rencontrez-nous vite, posons les choses, et puis évitez ce mouvement en faisant preuve d'équité, ce que nous demandons. Vous savez, juste une réflexion rapide. Moi, je dirige un petit établissement, je calculais tout à l'heure, ça fait 24 090 jours qu'il est ouvert, 7 jours sur 7. Il n'a jamais fermé. Il a toujours accueilli tous les patients, tous. Donc quand j'entends systématiquement, régulièrement, cette vieille antienne qui vise à dire « oui, mais le privé sélectionne, oui, mais le privé ferme, etc. » L'hôpital, non. Non.
Je rappelle, et ce n'est pas sa volonté, mais c'est la réalité, je rappelle que l'hôpital public ferme des services régulièrement par manque de personnel. Quand on est en période de congé, des services ferment. Au centre hospitalier général de Montauban, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a plus de service de cardiologie. Donc ça, on n'en parle jamais. Et je veux dire, les fermetures, elles sont toujours contraintes, jamais de la volonté des soignants, qu'ils soient du public ou du privé, jamais. Et là, il y a une véritable équité, c'est que oui, on est soignant, on l'est 7 jours sur 7, à chaque heure du jour et de la nuit, et on n'accepte pas qu'on nous dise « vous vous filtrez, vous vous fermez », c'est faux. Sophie Bauer, je vous en prie, allez-y. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes confrères. La lumière est ouverte H24 dans nos cliniques. Un bon nombre de nos établissements ont des services portes. Assis sur ces services portes, il y a des lignes de garde ou des lignes d'astreinte, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et de ces lignes de garde ou de ces lignes d'astreinte, extrêmement peu finalement sont financées. C'est-à-dire qu'elles reposent uniquement sur le bénévolat et sur la bonne volonté des praticiens qui, évidemment, ont un sens aigu de l'accès aux soins et ne veulent surtout pas laisser leurs patients en déshérence. Maintenant, il est clair que si l'investissement ne se fait pas sur les cliniques privées, on ne va plus pouvoir innover. Je rappelle quand même, pour que les gens situent un peu les choses, la cœlioscopie, ça a été non pas inventé à l'hôpital, mais ça a été inventé et développé en clinique privée. Donc c'est vous dire qu'on a des gens chez nous qui sont extrêmement réactifs, innovants. Et il faut que les moyens d'innover et les moyens de travailler dans d'excellentes conditions pour mettre nos patients également en excellentes conditions, il faut qu'on les ait. Et il faut même quelque part qu'on les améliore parce qu'effectivement le Ségur a mis beaucoup sur l'hôpital public et nous on est resté sur le bord du chemin quand même. Nos salariés n'ont rien eu de particulier par le Ségur. La convention, elle a été, on en parlera demain, mais enfin elle a été prolongée de 2 ans du fait du politique. C'est quand même extraordinaire, on en parlera demain, mais bon voilà. Donc maintenant on est à un moment où on ne peut plus attendre des revalorisations parce que sinon effectivement il va y avoir un problème pour soigner les patients dans de bonnes conditions et pour continuer à innover, à apporter des innovations technologiques dont on a besoin pour l'avenir. Je vous en prie, allez-y. Oui, la question que vous posez, c'est que va-t-il se passer le 3 et après? C'est bien ça, si j'ai bien compris. On vous l'a dit les uns les autres, le 3 et après, on ferme. Et c'est une grève dure. Après, Catherine Vautrin, qui est passée sur ce stand tout à l'heure, que je connais bien, comme Ray et moi, on se connaît depuis longtemps, me disait récemment téléphoniquement, on va faire des propositions, on va être source de propositions. Je l'espère, je pense que cette date de grève qui est au début de la semaine des élections européennes conduira le gouvernement, le chef du gouvernement et le chef de l'État à faire des propositions qui soient acceptées et acceptables et qui correspondent à l'aspiration des établissements, des médecins libéraux, de leurs syndicats, mais finalement à l'aspiration des Français, parce que le sujet est là, à suivre. Pour l'instant, on attend un signal, mais la motivation est forte. Docteur Gasser, je vous en prie. Après, je vais redonner la parole à Lamine Garmi. Vous allez me dire, en fait, il faut entrer en négociation avant le 3 juin, si j'ai bien compris. Vous me donnerez votre sentiment après. Docteur Gasser. Je ne voudrais pas dire, mais heureusement qu'on est déjà en négociation, parce que le 2 et le 3, c'est dans pas longtemps. Donc, simplement pour le mouvement. Le mouvement, il peut s'arrêter à tout moment, mais c'est en fonction de ce que l'on a sur la table et des négociations qui sont quotidiennes. La FHP a de son côté des négociations et peut-être que Lamine en parlera. Nous, de notre côté, nous avons aussi des négociations. Nous avons dit simplement ensemble et avec l'ensemble des groupes, alors l'ensemble des établissements de soins privés, que nous devions atterrir ensemble. Voilà. Et donc, l'objectif est d'avoir un atterrissage ensemble avec la possibilité de, pour chacun, de se projeter dans l'avenir. Ça s'appelle Avenir SP, c'est pas pour rien, on se projette dans l'avenir. Et pour moi, c'est important. Donc, c'est une négociation qui est une co-négociation. On négocie avec la FHP. Elle doit aboutir, du moins je l'espère. J'espère effectivement que les politiques auront la sagesse de pouvoir arrêter ce mouvement. Mais aujourd'hui,
et il est à constater que ce n'est pas le cas. Il y a quelques avancées, mais ces avancées ne sont pas assez importantes, je pense, tant pour la FHP que pour nous. Et donc, il y a encore quelques heures de négociation, parce qu'à un moment, on ne pourra plus arrêter ce mouvement qui, mes collègues l'ont dit, hein, mais pour moi qui suis peut-être le plus vieux ici, c'est la première fois, ah si, probablement, c'est la première fois que je vois une telle mobilisation dans les établissements, à l'extérieur des établissements, hein. Toutes les spécialités aujourd'hui sont mobilisées. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut donc dire qu'il y a un malaise, et que ce malaise, il n'est pas qu'à l'hôpital public, il est partout, il est chez tous les soignants, et donc il faut le résoudre par notamment de nouvelles organisations et de nouvelles propositions. Lamine Gharbi, je vous en prie. C'est exactement ce que j'allais dire, donc je reprends les mots de Patrick, donc je ne vais pas les répéter, juste dire que nous avons fait des ouvertures au ministre de la Santé, des ouvertures sur la participation avec les représentants des syndicats médicaux sur la permanence des soins, des ouvertures sur la pertinence. Maintenant, tout simplement, la balle est dans leur camp. Il y a 24 ou 48 heures. Après, le mouvement sera engagé de manière irrémédiable. Il y a 24 à 48 heures ou 72 heures de discussion encore possible. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Bon, bien écoutez, le message est bien passé. Merci à toutes, merci à vous, docteur Bauer. Puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous tous.